Bonjour à toutes et toutes. Florence Huby, je suis chef de produit à l'UGAP en charge de la formation professionnelle. Merci de vous être connectés au webinaire consacré à cette thématique, sur la thématique ô combien d'actualité, puisque nous allons répondre à la question comment concilier efficacité et engagement dans un secteur public sous contrainte budgétaire. Ce webinaire est organisé par l'UGAP en collaboration avec ses 4 titulaires de marché, que sont Segos, Bureau Veritas, GoFluent et Avenir Conseil. Après, slide suivante, s'il vous plaît, Marie. Après un rappel de ce qu'est l'UGAP, nos titulaires de marché, donc Segos, Bureau Veritas, GoFluent et Avenir Conseil, traiteront la thématique chacun sous un angle différent, ce qui va vraiment faire la richesse de cette intervention. Donc, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Grégory Gallic, qui est directeur de projet chez Segos, Guillaume Laurent, qui est directeur métier formation chez Bureau Veritas, Mathieu Tullier, qui est Sales Manager Marché Public et Assessment chez GoFluent, et enfin Olivier Bernard, qui est responsable avant-vente chez Avenir Conseil. En quelques mots, l'UGAP est la seule centrale d'achat généraliste. Slide suivante, s'il vous plaît, Marie. Hop. Encore, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et la seule centrale d'achat public généraliste française. Donc, on est un établissement qui a été créé en 1985 et on a une double tutelle, historiquement l'Éducation nationale et Bercy. Voilà, donc le rôle de l'UGAP, c'est d'acheter pour revendre des biens et des services, et on répond au code de la commande publique. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, travailler avec l'UGAP, c'est à la fois simple, puisque l'offre est disponible immédiatement. Il y a plus d'1,5 million références disponibles, que ce soit des produits. Donc, ça va du stylo bille au transport de bus électriques, en passant par des prestations de services et notamment des prestations de formation professionnelle, sujet qui nous rassemble aujourd'hui autour de ce webinaire. Commander via l'UGAP, c'est simple, puisque vous n'avez pas besoin de passer d'appel d'offres, ou un simple bon de commande suffit. Et enfin, c'est économique de travailler avec nous, puisque l'UGAP achète pour plus de 6 milliards d'euros de biens et de services chaque année, et donc a une puissance de négociation très importante. Et on a plus de 750 fournisseurs qui travaillent avec nous. La formation professionnelle à l'UGAP comprend 4 lots. Le premier lot, qui est Segos, qui propose plus de 2000 formations généralistes et IT. Donc, c'est des formations qui sont très variées, puisque ça va du management, en passant par le développement durable, la bureautique, des thématiques informatiques d'actualité que sont la cybersécurité et plus récemment l'intelligence artificielle. Le lot numéro 2, donc Bureau Veritas, couvre plus de 20 domaines de formation en santé et sécurité au travail, que ce soit pour l'amiante, les équipements sous pression, les incendies, ou alors des CACES, donc pour la formation spécifique à des engins professionnels. GoFluent est un organisme de langue qui propose 21 langues étrangères, que ce soit les langues européennes les plus classiques, telles que l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, mais aussi les langues des pays de l'Est. Je pense en particulier au polonais, les langues asiatiques, telles que le chinois, le japonais, le coréen, et encore l'arabe, le russe, le brésilien, sans oublier le français, langue étrangère. Tout ceci pour répondre à des besoins opérationnels très concrets, tels que des échanges internationaux dans les centres de recherche, que les ingénieurs français se déplacent à l'étranger, ou que des ingénieurs étrangers viennent chez nous en France et ont besoin d'apprendre le français. Dans le cadre d'accueil d'étrangers en France, par exemple pour la prise en charge des hôpitaux, donc le personnel hospitalier a besoin de maîtriser des langues étrangères pour pouvoir communiquer plus facilement, ou alors dans le cadre de contrôle des douanes sur les routes. Donc là encore, les douaniers ont besoin de maîtriser des langues étrangères.
Enfin, Avenir Conseil propose des formations digital learning sur mesure, donc avec par exemple des serious games, des motion design ou des classes virtuelles. Avenir Conseil propose enfin, peut traiter toutes vos thématiques, que ce soit sur l'accessibilité, la sécurité sur site, l'intégrité scientifique ou des modules pour lutter pour sensibiliser le personnel à la corruption. Et voilà. Et maintenant, j'ai assez parlé, donc je vais passer la parole à Grégory Gallic qui va traiter son sujet pour Ségos. Voilà, à vous Grégory, merci. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, ravi d'être avec vous ce matin pour adresser ce sujet. Concilier engagement et efficacité, ça nous renvoie à une double exigence. Une exigence de qualité pédagogique et aussi une exigence d'impact opérationnel mesurable. C'est-à-dire que sous contrainte budgétaire, dans nos administrations, chaque heure de formation doit résoudre un irritant métier ou bien améliorer le service rendu à l'usager. Donc notre boussole chez Segos va s'orienter vers un apprentissage actif, mémorable et mesuré. Euh, pour initier le sujet, le mieux, c'est de procéder à une veille sur ce qu'attendent en fait nos apprenants dans le service public, mais aussi d'un point de vue plus global dans l'ensemble des organisations. Donc aujourd'hui, ce que souhaitent les apprenants, c'est de plus en plus d'individualisation, hein. J'ai appelé ça l'hyper-individualisation. C'est un peu près un même phénomène que le phénomène qu'on vit dans nos sociétés au quotidien. Mais en formation, ça signifie qu'on va plus forcément proposer le même menu à tout le monde, mais qu'on va proposer des parcours qui vont être ciblés et adaptés à la cible. Et on verra tout à l'heure que l'IA peut nous aider à le faire. On va aussi s'appliquer à procéder à une démarche de conception qui va être véritablement centrée sur les besoins et l'utilité pour l'apprenant, et donc avec des systèmes de conception et d'ingénierie pédagogique qui vont s'appuyer sur des démarches type design thinking pour bien impliquer différentes parties prenantes, dont l'apprenant. L'hyper-individualisation aussi, ça signifie, et je vais faire le lien avec le deuxième aspect, flexibilité, accessibilité, ça signifie de proposer des contenus de micro-learning qui vont pouvoir s'inscrire dans le flux de travail. Donc plus de flexibilité aussi dans l'offre de formation qui va à la fois développer les compétences, professionnaliser, mais aussi s'ancrer dans le flux de travail, c'est-à-dire rapprocher la formation du travail à travers des solutions qui vont aider à un support à la performance, à la demande, quand l'apprenant en a besoin. Et c'est ce que les apprenants souhaitent. Euh, Aussi, sous contrainte budgétaire, ça veut dire aussi des difficultés parfois à sortir les agents des opérations pour les amener en formation. Donc, on observe aussi chez Segos des formats présentiels qui sont de plus en plus courts. Et je ne parle pas uniquement de digital, mais on va également proposer donc, dans le flux de travail des formats courts accessibles partout. Tout ça n'empêche pas une logique, une véritable envie de la part des apprenants d'une plus grande collaboration, en tout cas d'une dimension très mammifère de l'apprentissage, c'est-à-dire une véritable volonté d'apprendre ensemble, de jouer le jeu de l'intelligence collective, aussi le sentiment d'appartenir à une communauté apprenante ou une communauté de pratique. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, mais le user generated content, c'est-à-dire le fait que ce soit les apprenants eux-mêmes qui puissent produire du contenu et consommer du contenu produit par des pairs de confiance et qui ont l'expertise à partager en interne. Et puis, quatrième attente des apprenants, le sujet de la valorisation et de la reconnaissance en fait des compétences acquises, avec une volonté d'avoir cette reconnaissance qui soit visible à la fois en interne mais aussi en externe. Ce qu'on observe chez Segos, un phénomène
de plus en plus courant des gens du secteur public ou privé qui assistent à nos formations et qui se prennent en photo et qui publient après tout ça sur LinkedIn. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Donc, ils souhaitent finalement valoriser le fait qu'ils soient partis en formation et qu'ils aient développé de nouvelles compétences. En synthèse de tout ça, l'enjeu pour nous, c'est de former juste, hein, de manière utile et efficace, donc, mais aussi de former juste à temps. Parce que les choses évoluent très vite. On connaît une forte accélération d'innovation technologique, coucou l'IA derrière tout ça. Et donc, former juste et juste à temps est un enjeu pour la formation professionnelle. Alors, quelques éléments de réponse finalement à ces attentes. Comment est-ce qu'on y répond chez Segos? Donc, on s'attache à produire et à délivrer des formations qui soient engageantes et utiles. Et puis, on souhaite aussi faire vivre à nos apprenants un moment significatif et émotionnel pour un ancrage mémoriel et un impact donc durable. Ça signifie trois choses, trois leviers. Il me semble important de revenir à des fondamentaux pédagogiques qui soient des fondamentaux éprouvés. Donc ça, c'est dans l'ADN Segos. Autrement dit, une pédagogie active, une alternance des techniques d'animation, des modalités d'apprentissage, mais aussi s'appuyer sur ce que nous apprennent les sciences cognitives. Et puis aussi cette logique de co-développement, d'intelligence collective. Donc ces fondamentaux vont permettre un ancrage durable et cette notion d'utilité, d'efficacité qui se joue à travers le transfert des acquis en situation de travail. Ensuite, on va sublimer tout ça à travers l'expérience apprenant. On l'a dit juste avant, les formats sont de plus en plus courts, donc ils doivent être aussi de plus en plus marquants. Donc, on va proposer des dispositifs qui soient expérientiels, ludiques, scénarisés. Et puis, euh, on s'aperçoit aussi chez Segos que les formats présentiels deviennent de plus en plus aussi parfois événementiels quand c'est pertinent et la capacité qu'on peut avoir à amener nos apprenants hors les murs. L'objectif ici, c'est de renforcer l'engagement émotionnel et la mémorisation à travers une expérience mémorable. Troisième levier, ce sujet d'organisation apprenante. Donc, comment est-ce que, à moindre coût, j'ancre des apprentissages dans la durée? Ben, ça passe aussi par un système interne qui va jouer de la communauté de pratique, de mentorat, de tutorat, pour accélérer finalement l'appropriation des connaissances dans le flux de travail et dans les services. Je fais un petit signe à Marie pour qu'elle passe à la diapo suivante. Euh, bon, dans tout ça, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment. La technologie, hein, de manière assez large, mais on va y intégrer l'intelligence artificielle, va être au service des fondamentaux et des objectifs que je viens d'évoquer juste avant, et pas l'inverse, hein, ça ne peut pas être un gadget. En revanche, ça nous amène de nouvelles opportunités pour remplir nos objectifs et puis relever les défis qu'on vient d'évoquer. À la fois un gain de temps dans la conception, la traduction, l'évaluation des produits de formation, mais aussi rapprocher la formation du travail, comme je l'évoquais tout à l'heure, à travers la mise à disposition d'agents IA, d'agents conversationnels qui vont permettre de simuler des entretiens pour m'entraîner avant une réunion ou avant un entretien avec mon manager, par exemple. Ça va être des agents conversationnels qui vont pouvoir répondre à mes questions dans le flux de travail au moment où j'en ai besoin. Et puis, l'IA aussi va servir ce qu'on appelle l'adaptive learning, c'est-à-dire de proposer des contenus ciblés aux besoins et aux métiers de l'apprenant. Et puis, en coulisses, bien sûr, l'IA aussi peut faciliter l'automatisation des charges administratives liées à la formation. Et tout ça, finalement, pour nous amener à gagner du temps pour être plus proche de nos apprenants à travers un accompagnement ciblé, à travers plus de feedback. Donc, on parle de tutorat, de mentorat, j'ai évoqué ça à l'instant.
Et donc, sous contrainte budgétaire, on doit opérer un choix qui va être un choix frugal. On va outiller ce qui augmente l'expérience active et les objectifs qu'on s'est donnés juste avant et le juste à temps. Donc, des guides d'aide à la tâche, des modules proposés dans le flux, sans préconiser un usage qui serait un usage gadget de la techno et de l'IA faire bien, quoi. Et puis, il y a un sujet qui nous tient à cœur quand on parle de concilier efficacité sous contrainte budgétaire. Bah, ça veut dire qu'on doit aussi progresser au sein de la fonction formation autour de la mesure d'impact, hein, et finalement de ce que l'on produit. Donc, il peut y avoir différentes dimensions à mesurer, des dimensions projet sur l'engagement des participants, à savoir le taux de complétion des parcours, le taux de présence aux formations, bien sûr la satisfaction des apprenants à travers leur taux de recommandation, ou bien la note d'utilité. On va également mesurer tout ce qui tourne autour de l'apprentissage et des compétences. Donc, quelles compétences, quelles connaissances ont été acquises, et puis quelle transposition dans le flux de travail a été opérée. On peut faire des tests entre avant, à travers une évaluation diagnostique, et puis l'après, entre l'évaluation des acquis. On peut essayer aussi de mesurer, et ça c'est important pour notre légitimité, des impacts opérationnels. Donc, en allant chercher un retour d'expérience sur les actions mises en œuvre, le taux de mise en pratique des acquis de la formation, et puis tout un tas d'autres indicateurs qui vous sont propres, hein, au sein de vos organisations, liés au sujet de la formation, pour mesurer un petit peu l'impact sur des délais de traitement, par exemple, sur de la qualité de service, sur des notions de sécurité, etc., en fonction de la thématique de la formation. Et puis aussi, on est attaché chez Segos au sujet social et environnemental. Et donc, on peut aussi voir le pourcentage de conformité des supports de formation aux normes d'accessibilité. Et puis aussi, on peut proposer le calcul de l'empreinte carbone d'un projet de formation ou d'une action de formation via la calculatrice carbone qui est disponible et que je vous invite à utiliser, qui est sur le site segos.fr. Voilà pour moi. Euh, Si vous Merci avez Grégory. des questions, n'hésitez Ouais, pas. il y a une question. J'ai oublié de préciser que après chaque intervention, il y avait une petite session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Et d'ailleurs, il y a une question pour vous, Grégory. Oui, Qu'entendez-vous par présentiel événementiel? Même si vous avez déjà abordé le sujet dans votre intervention, est-ce que vous pourriez préciser ça, s'il vous plaît? oui, bah, en fait, comme on est sur des temps, enfin, ce qu'on observe, hein, c'est difficile de sortir les agents des opérations, mais qu'on parle de secteur public ou de secteur privé, c'est un peu la même chose. On constate des durées de formation présentielles qui sont de plus en plus courtes. Donc l'idée, c'est de faire de ces événements des événements qui vont être des mémorables, et donc dans une logique où on va favoriser l'ancrage par les émotions. Alors les émotions, c'est de passer des temps forts avec ses pairs, c'est de marquer en fait l'événement par le contenu, mais aussi par la manière dont on délivre le contenu, à travers de l'intelligence collective, à travers aussi de la profondeur de contenu qui est apportée, mais tout ça de manière un peu ludique, pour marquer les esprits. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que la scénographie en fait des lieux d'apprentissage joue beaucoup aussi sur la mémorisation. Donc en fait, c'est en ça où comment alors peut-être pas sur toutes les actions de formation, hein, on est d'accord, hein, une formation Excel de 2 jours ou d'autres types de formations de ce type ne nécessitent pas cette approche événementielle. Mais dès qu'on est dans une logique d'embarquer différentes parties prenantes dans un sujet de professionnalisation ou de transformation qui a un volet développement des compétences, et quand on souhaite marquer le coup, eh bien cette logique événementielle doit prendre tout son sens. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien, merci Grégory.
je ne vois pas d'autres questions. Bon, dans ce cas-là, je propose de passer à la deuxième intervention de Guillaume Laurent pour Bureau Veritas. Bonjour à tous, normalement vous devez m'entendre et je suis ravi d'avoir ce temps de parole avec vous pour On vous entend aborder très la bien, thématique du Guillaume. On webinaire. vous entend très bien. Parfait, eh ben c'est parti. Alors, on a pris un positionnement complètement différent de celui de Grégory juste avant. Florence, vous l'avez annoncé au départ. L'idée, au vu du sujet du webinaire chez nous, c'était d'essayer de valoriser, puisque c'est toujours une demande qu'on a de la part de nos clients, quelle que soit la structure, privée ou publique, et que vous pouvez avoir en interne, de valoriser d'éventuelles économies sur des formations en prévention des risques et en santé sécurité au travail. Donc, c'est une méthode qu'on va vous proposer. Et puis, à la fin, un dernier slide pour essayer de prioriser, puisque c'est toujours la difficulté lorsque vous faites votre plan de développement de compétences entre une formation ou une autre. Quelles sont celles qu'on va pouvoir inscrire? Donc, trois chapitres. Un premier sur les impacts et les coûts avec un peu de chiffres. Comment valoriser des économies. Et puis derrière, le dernier slide avec la priorisation sous contrainte budgétaire. Alors, pour commencer, un petit peu de chiffres. Alors, je suis désolé, Bureau Veritas, c'est le leader mondial du contrôle de conformité. C'est une structure d'ingénieurs, donc on aime les chiffres et on va en mettre un petit peu à l'écran pour que vous puissiez suivre le raisonnement. Donc, premier slide, rapidement, c'est l'évolution du nombre total de jours d'arrêt maladie indemnisés en France de 2019 à 2023. Donc, la chose qu'on voit à l'écran, c'est que malgré tout ce qui est mis en place par le législateur, par les entreprises, par les collectivités, on a un nombre de jours d'arrêt maladie qui augmente et on a un nombre de jours d'arrêt maladie qui fait suite à des accidents du travail, les fameux AT, ou des maladies professionnelles, les MP, qui augmente également, puisqu'on a une tendance sur les 8 dernières années qui est d'une augmentation d'à peu près 8% sur ces jours d'arrêt maladie après accident du travail et maladie professionnelle. On va focuser maintenant sur ces jours d'arrêt maladie après accident du travail et maladie professionnelle parce que c'est ceux qu'on peut valoriser le plus facilement. Donc, sur le slide suivant, vous allez découvrir la ventilation en millions. Donc, c'est bien 96,5 millions de jours d'arrêt maladie en 2023 après les accidents du travail et des maladies professionnelles, avec le secteur privé qui domine, mais on a réussi à reconstituer avec les données de la DARES, de l'INSEE et des CNAM, la ventilation pour la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et l'hospitalière. Donc, avec un nombre d'arrêts qui est un peu plus important sur l'hospitalier, mais c'est sans grande surprise. Alors, maintenant, une fois qu'on a cette donnée-là, on va pouvoir continuer à descendre via le slide suivant pour regarder le nombre de jours d'arrêt moyen par personne après accident du travail ou maladie professionnelle. Donc là, on se rend compte que la fonction publique surperforme par rapport au global des actifs en France, avec un nombre d'arrêts maladie après AT, maladie professionnelle, qui s'établit à 1,8 jours en moyenne pour chaque agent. Par contre, quand on fait le détail entre la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière, on se rend compte que l'hospitalière n'est pas très loin de ce qui se passe sur le secteur privé. Mais ça donne une tendance et on voit qu'effectivement, on a une fonction publique hospitalière qui est plus impactée par ces arrêts, ces accidents du travail et ces maladies professionnelles débouchant sur des jours d'arrêt maladie. Donc, ça, on verra juste après, mais ça peut vous donner un ordre d'idée pour vous si vous souhaitez valoriser vos économies et avoir quelques chiffres, de savoir que dans votre fonction publique, on est sur ces ratios-là en moyenne sur les dernières années. Alors, sur le slide suivant, ce qu'on va découvrir, c'est les principales causes d'arrêt, toujours par fonction publique, par thématique. Donc là, la DARES a été d'une grande aide, même si l'étude date d'il y a 3 ans. Normalement, il n'y a pas de grandes modifications. Et on se rend compte que le champion de toute catégorie des motifs d'arrêt maladie après accident du travail ou maladie professionnelle, ce sont nos amis des troubles musculo-squelettiques qui sont sur la première place, quelle que soit la fonction publique concernée. Après, on peut avoir des variations, mais on va retrouver également chez tout le monde ce qu'ils appellent des accidents de manutention, que ce soit des patients ou des charges sur les autres fonctions publiques. Et dans ces accidents de manutention, la frontière est très très mince avec les TMS, donc ça fait que conforter la première ligne. Et vous trouvez d'autres thématiques juste en dessous. Donc, ce que je vous propose sur les slides suivants, c'est de focuser sur ces TMS, puisque c'est ceux qui nous intéressent le plus, mais la méthode est la même partout. Donc là, on va regarder quel est le coût journalier indirect d'un arrêt maladie. Alors, quand on regarde ça, la CNAM met 3 points dans le coût indirect d'un arrêt maladie.
Le premier, c'est le remplacement de l'agent absent, puisqu'il va bien falloir soit faire des heures sup avec quelqu'un d'autre, soit prendre de l'intérim, soit un CDD ou autre, et il va y avoir un peu de formation. Donc là, ça a un coût. Le deuxième coût, c'est la désorganisation du service. Il peut y avoir une perte de continuité ou de qualité de service, des retards dans les missions, il y a de la charge mentale qui peut s'accroître sur les collègues qui sont restés dans l'équipe, etc. Et le dernier point, c'est les coûts administratifs, puisqu'il va falloir gérer cet arrêt au niveau RH, la déclaration, la suivi, la reprise. Et puis, il peut y avoir des réorganisations de planning ou autre chose que vous connaissez. Et ça nous permet d'avoir un coût journalier indirect estimé. Là, les DRES et les mairies nous ont bien aidés avec les études qui sortent, qui naviguent entre 120 et 150 euros. Vous l'avez sur la colonne du milieu dans le tableau. Et quand on rapporte ça à la durée moyenne en jours d'un arrêt maladie après accident de travail ou maladie professionnelle liée à des TMS, on peut arriver à un montant estimatif d'économie lorsque cet arrêt maladie ne se déclenche pas. Donc, vous avez le coût et l'effet inverse vous donne un montant d'économie. Donc, vous voyez que sur la fonction publique d'État, on est à 1800. Sur la fonction publique hospitalière, on est à 3300. Alors, c'est pas monstrueux quand on le dit comme ça. Maintenant, si on le rapporte au global, avec les 96 millions qu'on a vus tout à l'heure de jours d'arrêt et qu'on fait les ratios, on est sur un coût de 157 millions pour la fonction publique hospitalière et au global, on va passer les 320 millions. Donc, 320 millions juste sur les TMS pour les arrêts maladie après accident du travail ou maladie professionnelle. Donc, quand on prend les lignes suivantes du tableau, à la 7e ou 8e ligne, on dépasse allègrement le milliard dépensé. Donc, c'est l'effort de la nation pour venir combler ces arrêts maladie. Donc, les chiffres sont tout de suite très conséquents et peuvent être valorisés lorsque vous avez besoin de lutter pour vos budgets. Alors, là, vous avez les coûts liés à l'arrêt maladie et puis il peut y avoir des coûts cachés. Dans certains cas, c'est sur le slide suivant, puisqu'on a régulièrement des jugements qui permettent le versement d'indemnités complémentaires. Donc, vous avez un exemple là qui est assez représentatif sur les TMS d'un agent de commune qui a été placé en inaptitude définitive et qui a attaqué la communauté et qui a gagné. Donc, il y a eu une reconnaissance de la maladie professionnelle, une rente d'invalidité et puis des indemnités complémentaires à verser pour l'agent. Le tribunal s'est calé sur 3 points. Ce qu'ils ont retenu, c'est l'absence de formation. Donc, c'était le premier point sur le jugement. Le deuxième point, c'est le non-suivi des précaux du médecin du travail. Et puis, le troisième point, le non-respect, enfin, la non-prise en compte pardon, des alertes répétées des IRP de la structure qui n'ont pas donné suite à d'action du management. Donc, il y a eu une condamnation. Pour vous donner un ordre d'idée, là, c'est plus compliqué puisqu'on a rarement les montants définitifs, mais sur les TMS, les condamnations naviguent entre 15 et 40 000 euros d'indemnités complémentaires à verser par l'employeur. Donc là, c'est un chiffre qui est global, hein, privé-public. Je n'ai pas le distinguo entre les deux structures. C'est assez léger. Par contre, quand vous allez sur des accidents plus graves qui sont liés à des risques lourds, où on peut avoir des dommages corporels importants ou pire, les montants d'indemnités complémentaires peuvent être beaucoup, beaucoup plus importants. Et c'est là où va se faire la nuance lorsque vous allez devoir faire vos arbitrages, c'est qu'il va falloir prendre en compte les risques très forts qui vont concerner assez peu de personnes, de la conduite d'engin, du travail en milieu hyperbare, du risque amiante, des choses comme ça, et puis des risques beaucoup plus faibles, mais qui vont concerner énormément de personnes et sur lesquels vous aurez probablement un ROI en valeur absolue plus rapide. Donc, c'est sur le slide suivant qu'on va pouvoir voir ça. On a essayé de projeter les économies pour une structure de 1000 personnes lorsque vous allez mettre en place un plan de développement des compétences avec un focus sur les TMS. Je reste sur mes trous musculo-squelettiques. Les études de l'INRS montrent que lorsque vous mettez en action des plans sur une thématique en formation santé-sécurité, vous avez un gain potentiel de 20 à 40% de 12 à 24 mois après. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est que votre ROI, vous ne l'aurez pas sur l'exercice en cours, vous l'aurez sur l'exercice suivant et l'exercice d'après. Et ça, je sais que c'est toujours compliqué à expliquer, mais c'est la réalité.
Alors maintenant, quand on regarde un petit peu plus en détail sur le... Alors, on va juste revenir sur le slide précédent, hein, juste comment on a fait le gain potentiel 20 à 40%. Donc, on a un seuil bas, un seuil haut sur le tableau du haut. On a, si je reste sur la fonction publique hospitalière, un nombre de jours d'arrêt maladie suite à accident du travail ou maladie professionnelle qui est estimé à 868 jours en moyenne sur une structure de 1000 personnes. Donc, on va gagner 174 jours sur un gain bas et 347 sur un gain haut. Et après, on va reprendre les cours journaliers qu'on avait tout à l'heure. Et je vois qu'il y a une petite coquille sur le tableau du bas. Donc, on serait sur un gain potentiel à 40% sur l'hospitalier qui serait un peu légèrement supérieur à 50 000 euros, 52 000 euros si je ne me trompe pas, et 18 000 euros pour la partie territoriale. Les autres, les chiffres sont affichés. Donc ça permet d'avoir des guidelines sur l'établissement de vos budgets. Et sur le dernier slide, vous allez retrouver la fameuse méthodologie en 5 axes qu'on pourrait vous proposer, qu'on met en place via des missions d'accompagnement et de conseil chez Bureau Veritas. Donc, le premier axe, c'est qu'il va falloir prioriser les risques forts. Vous ne pourrez pas y couper du risque électrique, de la conduite d'engin, de l'amiante, comme on évoquait tout à l'heure. Les risques civils et pénaux sont tellement forts et la protection des collaborateurs est tellement importante et cadrée par le Code du travail qu'il faut y aller. Et puis après, il va peut-être y avoir des arbitrages à faire sur les expositions à fort volume. Bon, on en a vu une qui est d'office là sur les TMS. Après, je vais rebondir un peu sur le discours de Grégory juste avant. Le format de formation est hyper important. Il va falloir engager les publics cibles et peut-être qu'il ne faut pas former de la même façon tout le monde. Un agent administratif qui est exposé sur les TMS à des risques assez légers, peut-être que de la micro-formation en vidéo, des petits modules e-learning vont faire le job. Ça ne sert à rien de les mettre 3h30 en formation pour apprendre à régler la chaise. Par contre, des personnes qui sont exposées à des risques plus lourds, alors si je vais sur l'hospitalier, des gens qui font de la manutention de patients, par exemple, des brancardiers, des gens qui font de la manutention, là, le présentiel adapté avec de la pratique va être complètement justifié. Donc, n'hésitez pas à arbitrer et naviguer entre les formats et les modalités d'enseignement. C'est là que ça prend tout son effet. Le troisième point, et ça c'est important, c'est qu'il va peut-être falloir aller plus loin en formant des référents via des formations approfondies. Si je retourne sur mes fameux troubles musculo-squelettiques, l'INRS propose le référentiel PRAP pour la prévention des risques liés aux activités physiques. C'est une formation sur 2 jours qui va faire de certaines personnes des assistants préventionnistes, on va dire, qui vont pouvoir accompagner les équipes HSE en détectant, en prévenant, en accompagnant. Donc, on va beaucoup plus loin que de la formation classique. Et ça, c'est hyper important. Et les 4 derniers points, en fait, on est quasiment sur de la conduite du changement. Si vous voulez y aller, il va falloir que le management intègre la prévention des risques dans ses rituels. On sait que l'impact du management sur les formations est super important. S'il accompagne ses collaborateurs, il leur explique pourquoi ils vont en formation, quels sont les résultats attendus, ça ne sera pas du tout la même chose que tiens, voilà ta convoque, demain à 9 h, il faut que tu sois dans telle salle. Je caricature un peu volontairement. Et puis le dernier point, n'hésitez pas à le faire, mesurez et valorisez vos résultats. J'espère que les données qu'on vous a communiquées juste avant vont pouvoir vous être utiles et vous servir. Mais si vous arrivez à montrer qu'il va y avoir des économies et puis peut-être l'exercice suivant qu'il y en a eu, normalement, vous allez peut-être pouvoir desserrer un peu les taux sur vos contraintes budgétaires sur les exercices suivants. Et j'en ai terminé sur la partie santé, sécurité au travail. Guillaume, pour cette présentation et ces chiffres très impactants, je pense que ça amène toutes les organisations à réfléchir sur les plans de prévention de santé-sécurité. Y a-t-il des questions? Hop là. Ouais, deux questions. Pour les formations amiantes, avons-nous des alternatives au présentiel? Alors, pour les collaborateurs exposés à des fibres amiantes, donc soumis au décret de février 2012, non. Il n'y a pas d'alternative au présentiel. Ils sont obligés de faire leur formation sur une installation pédagogique, en général dans les locaux du centre de formation. Je connais très peu de structures qui ont leur propre matériel.
L'avantage de ce genre de choses, c'est que l'impact de la formation va être beaucoup plus lourd. Et en fait, je vais rebondir. Grégory m'a mâché le travail sur la formation présentielle événementielle. C'est exactement ça. Ce qu'ils vont pouvoir faire dans les centres de formation amiante, ce sont des manipulations et des exercices qu'ils ne pourront jamais faire directement chez vous dans vos salles de formation. Donc, il faut pas hésiter à les envoyer. Et là, il n'y a aucune alternative. Le législateur ne transige pas là-dessus. Très bien, merci Guillaume. Et une deuxième question, avons-nous des informations sur le passeport prévention, s'il vous plaît? Ah, le passeport prévention. Alors, ça va être compliqué de vous répondre. Je pense que ça peut faire un webinar quasiment tout seul, cette thématique. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'obligation de déclaration pour les employeurs, pour vous, hein, se fera l'année prochaine. La DGT et la Caisse des dépôts et consignations vont commencer à communiquer sur le sujet pour les employeurs à partir du mois d'octobre, donc on y est. Pour les organismes de formation, l'obligation est là depuis le 1er septembre. Euh, la notion qu'il faut retenir, c'est que les formations à déclarer sur le passeport prévention d'un collaborateur, c'est les formations qui permettent d'acquérir des compétences mobilisables chez un autre employeur. Donc, si je schématise, je reviens sur l'amiante, c'est dans le passeport prévention. Les formations guide fil serre-fil pour le risque incendie qui sont liées à un bâtiment ne seront pas dedans. Alors après, si j'étais un peu taquin, je vous dirais que la solution la plus simple pour vous de gérer le passeport prévention, c'est de tout confier à un organisme de formation comme Bureau Veritas et on fera les déclarations à votre place. Mais oui, c'est un vrai sujet et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de façon plus complexe. Voilà Voilà. ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le passeport prévention. Très bien. Merci Guillaume. Pas d'autres questions. Donc, dans ce cas-là, on peut passer à la troisième intervention donc, de GoFluent et avec Mathieu Tullier. À vous, Mathieu. Merci beaucoup encore pour cette invitation et de participer à ces échanges, en tout cas à ces présentations très intéressantes. Et je vois que chez Bureau Veritas, on est très précis sur les chiffres pour le coup, et j'en profite pour dire qu'on est très fiers d'accompagner Bureau Veritas dans la montée en compétences linguistiques parce que on vous forme, en tout cas beaucoup de collaborateurs sur les langues. Slide suivante, nous, ce qu'on voulait répondre en fait par rapport à ce webinaire, c'est un peu les remontées terrain qu'on a par rapport aux collectivités territoriales, par rapport aux institutions, parce que c'est vrai que nous, nos rencontres, et depuis la découverte du marché depuis 2 ans, on a parfois cette notion que le digital, ça ne touche entre guillemets que Paris, ça ne touche uniquement que à quelques institutions. Mais chez GoFluent, on accompagne énormément de collectivités territoriales, de CHU, et beaucoup ont si vous voulez, des enjeux de formation qui sont propres, qu'on pourrait résumer sur ces 5 points. Donc la première, qui est là quand même la plus classique, c'est la montée en compétences linguistiques, c'est d'aller former des agents, soit parce qu'ils sont en contact avec le Conseil européen, parce que de plus en plus quand même d'enjeux deviennent européens, soit parce que tout simplement ils sont en proximité d'une ville, d'une frontière, d'une ville frontalière. De nombreux enjeux en fait arrivent directement par rapport à cette montée en compétences. Et l'attractivité territoriale et la rétention des talents est de plus en plus utilisée. La formation, que ce soit chez Segos, que ce soit chez GoFluent, ou que ce soit aussi d'autres partenaires, les institutions utilisent cette formation pour retenir également donc ces talents. Je pense que c'est un peu le sujet du moment, le budget serré sans sacrifier la qualité ni l'impact. En France, il n'y a pas de lockdown comme aux États-Unis, mais c'est vrai que l'instabilité des gouvernements font face que les collectivités ou les différents clients du secteur public ont voilà, des difficultés à se projeter. Le digital peut répondre aussi à ces enjeux, c'est-à-dire, comme l'a dit un jour un client, c'est former mieux, mais avec moins de moyens. Donc, le digital aussi peut répondre à ça. Et nous, soucieux de travailler avec l'UGAP, si vous voulez, on fait très attention sur les deniers publics, sur les dépenses publiques. Ça fait partie d'ailleurs de nos valeurs, c'est-à-dire de vendre, entre guillemets, au juste prix. Améliorer le taux d'engagement, c'est le sujet du webinaire, c'est le digital, comment on va mettre tout en place pour maximiser le taux d'engagement, le taux d'assiduité, la validation des acquis, parce que c'est quand même le critère le plus important quand vous suivez une formation. Besoin d'accessibilité et d'inclusion, de nombreux enjeux maintenant par rapport aux organismes de formation sur les nouvelles normes RGA pour donner encore plus d'accessibilité à la formation à des personnes en situation de handicap. Nous, on travaille beaucoup là-dessus depuis très longtemps pour rendre notre formation, si vous voulez, inclusive aussi et la plus diverse possible. Et la transition digitale et transition écologique, nous, c'est quelque chose qui est très important. Depuis une dizaine d'années, on maximise notre formation sur le digital
parce qu'on sait qu'avec les enjeux de la DEE, on sait aussi que la transition digitale est, si vous voulez, synonyme aussi de transition écologique. Parce que c'est vrai que quand vous formez en ligne, il y a quand même moins de coûts cachés écologiques, entre guillemets, que la formation présentielle. Donc sur la slide suivante, ce qu'on voulait répondre par rapport à cette problématique, c'est comment assurer des formations efficaces, accessibles et adaptées à vos enjeux tout en respectant les budgets et en maintenant l'engagement. Donc sur la slide suivante, ce que je pourrais vous présenter, c'est qui nous sommes, GoFluent. On est une PME française, en tout cas on en est très fiers depuis sa création. Elle est portée par Monsieur Christophe Ferrandou qui a lancé, si vous voulez, suite à un séjour à New York et on s'est vraiment spécialisé, si vous voulez, dans le B2B, privé et public. C'est important pour nos clients parce que, si vous voulez, on travaille sur le secteur public, pas uniquement en France, mais également sur d'autres pays européens. Et on sait que maintenant, de plus en plus d'agences, d'institutions sont connectées, si vous voulez, à des enjeux européens. On pense peut-être aussi à des fonds, si vous voulez, qu'on appelle le FSE, également qui aident les collectivités sur la transition écologique. Et nous, on est capable, si vous voulez, d'amener et de comprendre ces enjeux, surtout en termes de création de contenu. On est présent dans une plus de trentaine de pays, on a 2000 clients français internationaux et on a 20 langues d'apprentissage. Et je dois vous l'annoncer aujourd'hui, en préparant ce webinaire, bien évidemment, on a envoyé les slides. On a 50 langues d'apprentissage aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est passé de 20 à 50 en même pas un an. C'est aussi dû à notre industrialisation au niveau de l'IA. Je vous le présenterai un peu plus en détail. Et on commence à se lancer dans des langues aussi régionales, type le basque, le catalan. Et aussi, ça peut aussi intéresser nos clients du secteur public. Slide suivante. Comme je vous le disais en préambule, si vous voulez, on travaille sur trois grands, si vous voulez, silos, comme on dit, c'est-à-dire les clients étatiques, donc CNRS, INSERM, DGAC. C'est un peu notre corps de métier, si vous voulez, où on est capable, si vous voulez, de déployer, si vous voulez, en national et en régional sur de la montée en compétences, sur de la transfo digitale et numérique. Mais on travaille de plus en plus avec les cotards, comme vous pouvez le voir, avec le Métropole, Saint-Germain, Bouches-en-Rennes, également Hauts-de-France, également des villes, etc., parce que de plus en plus, ils ont des enjeux, si vous voulez, de former des agents de proximité, former de la police municipale, et également répondre à ces enjeux de transformation digitale où ils avaient peut-être un peu plus l'habitude de former, si vous voulez, en présentiel, mais de plus en plus, le digital est un bon complément de formation. Et Public et Santé, qui est historique, si vous voulez, donc d'accompagner les différents CHU ou les institutions d'État, type Santé publique, France, ou également la slide suivante. Sur la slide suivante, vous avez ce qu'on appelle notre positionnement. Donc, nous, on est vraiment axé sur la transformation numérique humaine. Même si on mise beaucoup sur l'IA, on joue quand même, l'humain restera, si vous voulez, au centre de notre formation, que ce soit au niveau de l'accompagnement ou que ce soit au niveau de la formation avec nos formateurs. Donc, vous avez vraiment trois piliers. Le premier pilier, c'est le contenu, c'est des modules pertinents, personnalisés, professionnalisants, parce qu'on sait que c'est quand même, si vous voulez, le contenu qui va driver, si vous voulez, l'engagement de la formation. Plus le contenu est en corrélation avec ce qu'apprend, en tout cas ce que peut voir l'apprenant dans sa vie professionnelle, mieux l'engagement sera. Le digital, on est une plateforme e-learning alimentée par l'IA, accessible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 sur tout support. Ça répond beaucoup à la nouvelle génération qui se forme aussi différemment, beaucoup via le mobile, beaucoup via du micro-learning. Donc, on mise également beaucoup là-dessus. Et l'humain, parce qu'on sait que l'humain est au centre de la formation. Sur la slide suivante, nous, si vous voulez, on a accès à l'IA qui booste l'engagement et l'IA chez GoFluent. On sait que depuis 2 ans, ça va être un enjeu de souveraineté pour les clients du secteur public et du secteur privé. Donc, notre IA est développée sur nos propres serveurs, c'est-à-dire qu'on investit massivement sur l'achat de serveurs et de développement pour que l'IA tourne en propre et qu'elle soit 100% européenne. Donc, si vous voulez, on l'axe sur quatre piliers. L'IA conversationnelle, on va créer des jeux de rôle réalistes. Ça plaît beaucoup aux agents qui sont en contact, si vous voulez, direct avec les citoyens ou les personnes. C'est-à-dire que, par exemple, la police municipale, on imagine, si vous voulez, des jeux de rôle réalistes qui projettent, si vous voulez, dans de la compétence réelle. De l'IA dans les cours individuels, on veut vraiment créer entre guillemets, des super professeurs, des super Robocop. C'est-à-dire que grâce à l'IA, on va pouvoir, si vous voulez, accompagner l'apprentissage en créant des rapports automatiques, de générer du contenu pour créer encore plus d'engagement. Des quiz et des recommandations IA, donc on va faire des corrections détaillées, des recherches intelligentes de contenu, c'est-à-dire qu'on va plus en plus suggérer du contenu qui est en adéquation avec le niveau et le profil de chaque apprenant.
et le pilotage RH, c'est-à-dire qu'en un simple clic, entre guillemets, vous allez pouvoir trouver les données beaucoup plus facilement. Donc sur la slide suivante, ce que je voulais faire un petit focus, c'est sur l'IA conversationnelle, c'est-à-dire qu'on est maintenant on déploie des jeux de rôle guidés par l'IA en micro-learning. Donc, comme je vous disais, ça plaît vraiment à des apprenants qui sont en contact direct et qui n'étaient pas forcément inclus dans les plans de formation initiaux. Et on est capable de déployer dans 14 langues parce que, par exemple, si on reprend un agent qui est en proximité de la région PACA, pourquoi ne le former qu'en anglais? On peut le former en italien, on peut le former en espagnol parce qu'il a, si vous voulez, il est en contact par rapport au positionnement touristique sur d'autres langues. Donc, nous, on est capable de le faire, si vous voulez, et de gérer ce qu'on appelle du skill base. Et sur la slide suivante, je voudrais garder également du temps, être dans le timekeeper, comme on dit, assignation de parcours pour valider les soft skills. Nous, l'IA, on va l'utiliser beaucoup comme création de contenu parce qu'on a toujours fait du contenu pour nos clients, mais c'est vrai que quand vous mettez un formateur derrière, vous êtes sur un plafond de verre à un moment. Et grâce à l'IA, maintenant, on est capable d'automatiser beaucoup plus ce contenu qui sera toujours vérifié par nos formateurs, mais on peut aller beaucoup plus vite. Donc, on va le valider sur 4 grands piliers. Par compétences professionnelles, ça, c'est notre axe, si vous voulez, principal sur la montée en compétences. Par niveau linguistique, c'est important toujours de créer du contenu qui est en adéquation. Par métier, et comme je vous l'ai dit en préambule, plus de 20 langues. Je vous ai mis quelques exemples, français, arabe et maintenant le basque. Et l'objectif, c'est d'arriver de 50 à 100 langues. Je vous partage un petit témoignage sur la slide suivante. C'est le groupe ADP de Dominique Williams, où on a créé, si vous voulez, de l'IA conversationnelle qui sont basées sur des activités, si vous voulez, d'agents d'accueil dans les aéroports. Et on a créé, si vous voulez, des scénarios types qui accompagnent, si vous voulez, la montée en compétences de ces agents. Il en est, si vous voulez, ils en sont très satisfaits et ça pourrait aussi également plaire aussi à d'autres aéroports en France métropolitaine et dom-tom. Et sur la slide suivante, l'humain moteur de l'engagement, même si on met beaucoup d'IA, même s'il y a beaucoup de digital, même s'il y a beaucoup de contenu, nous, on veut rester, si vous voulez, une formation à taille humaine et également avec des formateurs humains. C'est-à-dire qu'on va mettre 2 leviers de service. Le premier levier de service, c'est l'accompagnement RH avec un chef de projet, un responsable de commercial qui va animer, si vous le dites, le dispositif avec vous, qui va ajuster les inscriptions, peu importe la taille, et qui va apporter des conseils proactifs pour améliorer, si vous voulez, le partenariat. Et le deuxième, les accompagnements apprenants. On est conscient que parfois, il y a une fracture numérique. Donc, c'est-à-dire que on va accompagner chaque apprenant dans l'outil informatique, c'est-à-dire en termes de réservation de cours, en termes de paramétrage technique, et également en termes, si vous voulez, d'accompagnement, parce qu'on veut vraiment être au cœur, si vous voulez, de l'apprentissage de chaque apprenant pour, bien sûr, faciliter l'engagement. Et ce qu'on peut conclure sur la slide suivante, c'est-à-dire qu'on a 4 leviers pour engager efficacement et à moindre coût pour répondre à la question du webinaire. C'est un apprentissage accessible partout, à tout le monde, partout et à tout moment et à tout le monde, on aurait pu rajouter, c'est-à-dire des connexions 360, mobiles, ordinateur et une formation donc accessible en termes d'inclusivité, des contenus adaptés au métier, un accompagnement humain et motivant et une formation inclusive et durable. Essayez de garder le temps imparti. Merci, Mathieu. Très question dans la conversation, mais moi, je voudrais pour vous, Mathieu, est-ce que Fluent a la possibilité de s'assurer que les langues apprises par les agents sont utilisées au quotidien et se transfèrent dans leur pratique professionnelle? Est-ce que vous avez un moyen de mesurer ça, Mathieu? Alors, c'est une très bonne question. C'est un petit peu haché, mais je pense la comprendre. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on propose des formations où on met à disposition ce qu'on appelle un portail administrateur où on va vraiment, si vous voulez, traquer l'assiduité des apprenants par rapport aux formations engagées. C'est-à-dire que vous allez avoir un outil de pilotage où vous allez pouvoir, donc, le temps passé au niveau de la formation, les cours individuels pris, et également, on va valider, si vous voulez, cela par des niveaux CESR. C'est-à-dire qu'au début de chaque formation, il y a un test qui est passé, et à la fin de la formation, il y a un certificat officiel qui sera restitué donc à l'apprenant et également donc au formateur. Et de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait y consacrer un webinaire complet, de plus en plus, il y a quand même une tendance dans la formation, c'est ce qu'on appelle le skill base, hein, c'est-à-dire c'est de vraiment valider non pas exclusivement sur des activités linguistiques, mais sur des activités de compétences.
Demain, est-ce que c'est pas plus important de voir quelqu'un qui est capable d'animer une réunion plutôt que de savoir s'il a un niveau C1? La question se pose. En tout cas, beaucoup de nos partenaires, en tout cas, s'orientent là-dessus. Comme je le disais, au niveau de l'IA conversationnelle, maintenant, on peut imaginer des scénarios, si vous voulez, qui vont projeter des personnes dans des situations linguistiques et le retour sur investissement est beaucoup plus intéressant pour cela. Très bien. Avant de passer à la dernière intervention de conseil, je vois qu'il y a une question pour Bureau Veritas et Guillaume. Guillaume, un passeport prévention est-il nécessaire dans la fonction publique d'État, s'il vous plaît? Oui, oui, il est nécessaire. En fait, c'est le Code du travail qui le définit et la loi est claire. L'ensemble des actifs français sont concernés par le passeport prévention. Donc, l'agent peut le compléter lui-même, mais l'obligation de complétion porte sur l'employeur quand la formation est faite par l'employeur lui-même ou alors par l'OF quand la formation est confiée à un organisme de formation. Donc, mais oui, c'est obligatoire également pour la fonction publique d'État. Très bien. Merci Guillaume. Je vous propose de passer à la dernière intervention. C'est le dernier conseil d'Olivier Bernard. Olivier, à vous. Merci beaucoup Florence et merci aux intervenants précédents pour la pertinence de leur échange. On peut peut-être avancer sur le slide suivant. Ce que je voudrais juste rappeler quand même en introduction, c'est que historiquement, le signataire du contrat UGAP, c'était EduFactory avec Avenir Conseil comme co-traitant. Mais EduFactory ayant été racheté par Avenir Conseil, c'est Avenir Conseil qui est maintenant le signataire unique de ce contrat, à savoir la création de modules de formation digitale sur mesure. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été évoqués par mes prédécesseurs. Donc, je vais essayer de ne pas réenfoncer des portes qui ont déjà été ouvertes. Néanmoins, ce qu'on peut rappeler dans le contexte de ce webinaire, c'est que pour avoir des formations professionnelles et engageantes, vous êtes face à deux points importants. Le premier, c'est un besoin, voire par certains aspects, une obligation de formation de vos agents, de vos usagers, des personnes qui sont intégrées au sein de vos instituts ou de vos agences, sur des thématiques qui peuvent être très diverses et variées, sur de la réglementation, sur de la transformation digitale, sur du service aux usagers, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a pléthore de sujets potentiellement traitables dans le cadre de cette formation. Évidemment, dans un environnement sous contrainte, qui est un peu l'objet de ce webinaire, à savoir que malgré tout, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir un niveau de qualité qui est assez poussé, qualité pédagogique et qualité des supports de formation assez poussé, assez avancé, une efficacité de cette formation, donc qu'elle puisse être engageante auprès des différentes personnes, auprès des différents apprenants et personnes qui vont être formées. Une optimisation des coûts, qui est un point relativement sensible dans le cadre de ce webinaire. Et donc, de passer par le GAP dans le cadre du lot de formation digitale sur mesure, ça vous apporte un vrai levier de rationalisation. On peut, s'il vous plaît, passer au slide suivant. Ah, on a été un peu trop rapide. Donc, nous, les 4 enjeux qui ont déjà été précités pour certains, l'accessibilité et l'inclusion, c'est un point majeur dans les organismes publics. Vous avez un public très divers et varié, des gens qui sont éclatés géographiquement pour certains d'entre vous, donc forcément qui amènent une complexité supplémentaire à la nécessité de former ces personnes-là. Et vous avez aussi des contraintes d'accessibilité, de respect de normes d'accessibilité, notamment sur du RGA, sur la prise en compte de certains handicaps, etc., etc. Deuxième point qui nous semble crucial, c'est le fait de pouvoir personnaliser pour rendre les formations plus pertinentes et plus engageantes. D'où l'intérêt d'avoir des formations sur mesure, ce qui va permettre de vous garantir une adéquation totale à vos différents besoins, que ce soit de la réglementation, que ce soit des risques psychosociaux, que ce soit de la transformation digitale et de l'IT. Voilà, pléthore de sujets, donc potentiellement des formations qui nécessitent d'être recréées, d'apporter du contenu très spécifique. Et donc, le fait de pouvoir personnaliser des formations va optimiser l'efficacité de ces dernières. Troisième enjeu, l'innovation pédagogique.
On a parlé d'IA. Mathieu, on a bien parlé, mais c'est aussi un point fondamental dans notre développement qui va vous apporter des bénéfices considérables. Dans la formation digitale, par le passé, il y a eu des innovations de type réalité virtuelle, de type classe virtuelle, de type gamification. Donc ça, ce sont des innovations qui sont de plus en plus répandues et de plus en plus intégrées dans ce qu'on développe. Et demain, l'IA va devenir le point central en termes d'innovation également sur l'ensemble de ces sujets. Et in fine, l'optimisation des coûts. Évidemment, à l'heure actuelle, en plus, le contexte politique est de plus en plus tendu et sensible. On l'a vu avec les événements récents et le changement de politique. Donc, la nécessité de pouvoir rationaliser vos investissements de formation, c'est un point crucial et essentiel. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, sur l'accessibilité et l'inclusion, nous, ce qu'on vous propose, et ce qu'on intègre par ailleurs déjà dans nos pratiques de production, c'est la prise en compte des modalités du RGA. On a des critères de base qui sont inclus dans toutes nos productions, dans tous nos projets de formation. Vous voyez à gauche, je ne vais pas reprendre l'ensemble de la liste, mais vous voyez à gauche un certain nombre d'items qui, de fait, sont intégrés nativement par nos intégrateurs, nos développeurs dans tout ce qu'on fait. Après, si vous voulez aller plus loin, on a aussi des gens qui ont une connaissance très avancée sur ces problématiques d'accessibilité et de critères RGA, et donc qui ont connaissance de ces éléments. Et on peut aussi, en option, vous proposer d'intégrer l'ensemble des critères RGA pour rendre vos formations beaucoup plus accessibles si vous le souhaitez. Slide suivante, s'il vous plaît. Second point en termes d'accessibilité et d'inclusion qui nous paraissait important de signaler, c'était la force et la puissance de l'asynchrone dans la formation. Donc, forcément, quand on parle de digital learning, il y a la notion d'asynchrone qui est fortement présente. Mais de pouvoir mettre à disposition des formations de cette manière, ça va permettre à vos apprenants de suivre la formation à leur rythme, de pouvoir potentiellement s'adapter à leurs contraintes professionnelles et personnelles. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, faire la formation entre midi et 2 parce que c'est le moment le plus adapté dans leur emploi du temps. Ou bien, on sait très bien qu'avec des pratiques de plus en plus de télétravail se mettent en place. Et donc, les gens vont aussi, par exemple, faire le soir chez eux un module de formation pour leur permettre d'avancer dans ces modalités de formation. Donc, ça donne une certaine liberté, une souplesse aux gens et donc un confort de formation non négligeable. Ensuite, tous les apprenants sont différents. Tout le monde a un temps d'attention variable. Des gens vont être capables de faire une formation pendant 1 heure et puis ensuite de passer à autre chose. D'autres personnes auront un temps d'attention plus réduit. Donc, vraiment, le fait de pouvoir avoir des modalités qui sont suivies en fonction du souhait de l'apprenant, c'est aussi un point crucial et évidemment qui va de pair avec des capacités d'absorption différentes en fonction des populations. Et puis évidemment, les gens, s'ils souhaitent revoir les modules, ils peuvent le faire, ce qui leur permet de revenir sur une notion qui a peut-être été mal perçue ou mal appréhendée, et donc de renforcer justement et de consolider ce savoir. Voilà, degré de liberté accru, voilà, évidemment, j'ai déjà évoqué le point par l'exemple que je vous ai donné, mais globalement, ça permet à l'apprenant de suivre la formation selon son rythme, avec un degré d'autonomie assez fort, et ce qui lui permet d'être plus engagé dans cette formation et donc d'être plus responsabilisé. Slide suivant. Donc, sur le deuxième enjeu qu'on avait identifié, c'était la personnalisation et la pertinence. Et c'est là où nous, on se positionne comme entreprise avec des fortes capacités de personnalisation et de création de modules sur mesure pour permettre justement d'apporter une meilleure adéquation à l'ensemble de vos besoins métiers. On intervient sur 3 phases majeures. La phase amont d'acculturation au digital learning, donc c'est toute la phase de cadrage pédagogique, d'ingénierie pédagogique qu'on va réaliser en amont, justement pour vous aider, vous conseiller en fonction des populations qui vont apprendre, des types d'apprenants. Évidemment, les modalités de formation seront différentes. Donc là-dessus, on va être force de conseil et d'accompagnement pour justement permettre de proposer la solution la plus efficace possible.
Ensuite, en termes de développement de compétences, et c'est là où c'est un peu notre cœur de métier, donc de pouvoir créer des contenus 100% sur mesure qui vont répondre à l'ensemble de vos enjeux, sur un nombre de thématiques et de sujets assez divers et variés, de type gestes métier, soft skills, IT, sujets transverses. Voilà, on est capable de traiter tout type de sujets, tout type de format, que ce soit de l'e-learning, du serious game, du video learning, de la réalité virtuelle. C'est aussi des compétences qu'on peut apporter avec une personnalisation très très fine. On l'a évoqué sur la scénarisation, la gamification, le type d'interactivité, la médiatisation. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'on est capable de panacher et de vous proposer pour avoir la formation la plus pertinente possible. Après, dernière étape, c'est l'ancrage des savoirs, mais c'est plus une étape de validation, d'acquisition des compétences, où là aussi, on est capable d'apporter du service autour de l'ensemble de ces éléments. Sur la slide suivante, où on va parler d'innovation, merci beaucoup. Et donc, par ailleurs, on avait déjà fait tous ensemble, les 4 titulaires avaient fait un webinaire en début d'année, justement pour présenter des initiatives en termes d'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on intègre d'ores et déjà dans nos capacités de production, dans nos productions de modules, c'est des modules d'intelligence artificielle qui vont, in fine, permettre d'être plus pertinents et plus percutants et plus rapides aussi, tant dans la livraison que dans l'optimisation des coûts. Mais vous voyez ici quelques applications concrètes de ce qu'on est en capacité de faire et de ce qu'on fait à l'heure actuelle sur certains de nos projets, que ce soit sur du graphisme, que ce soit sur de la pédagogie, de la création de vidéos ou d'animation, ou bien de la gestion de projet. Donc, c'est véritablement intégrer pleinement tous les outils d'IA pour en retirer la quintessence, justement, de ces outils pour pouvoir proposer des choses beaucoup plus efficaces. On va passer sur la slide suivante. Et donc, voilà, c'est un vrai levier d'optimisation, l'IA, nous, en tout cas, dans nos méthodologies de production, parce qu'il y a un vrai gain de temps sur tout ce qui est production visuelle et pédagogique. Ça nous a permis aussi d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont répétitives pour nos ingénieurs de production, sans pour autant nuire à leur créativité. Et in fine, forcément, d'adapter la formation à l'ensemble de vos besoins et des profils des différents apprenants. Slide suivante, s'il vous plaît, pardon. Voilà, en termes un peu de conclusion, enfin, ou en tout cas de réponse au dernier enjeu d'optimisation des coûts, le digital learning, nous, on est convaincus que c'est une alternative crédible. Et justement, le fait de pouvoir passer via l'UGAP, donc qui apporte un cadre et une solution, comme le dit l'UGAP, assez justement simple, rapide et économique, pour toutes les raisons qu'on connaît déjà, est un vrai facteur qui va vous permettre d'augmenter et d'être plus efficace vis-à-vis de vos formations. Le fait aussi de passer par le digital learning permet d'avoir un investissement unique, ce qui fait que si on rapporte le coût de l'investissement à l'apprenant, on a un coût qui est relativement faible, notamment si on va déployer à moyenne ou grande échelle ces formations-là. Forcément, le coût est très séduisant. Voilà. Et donc, votre ROI peut être maximisé très rapidement dès les premiers déploiements de formation. Et donc, forcément, c'est pertinent d'un point de vue financier. Ce qu'on rajoute également, c'est que, en tout cas, dans le cadre contractuel qu'on a avec l'UGAP, vous avez aussi une certaine indépendance et une autonomie, parce qu'on va vous céder les fichiers sources une fois que le projet sera finalisé et réalisé, ce qui va vous permettre potentiellement de pouvoir modifier par vous-même l'ensemble de ces supports de formation. Si notamment vous avez des modifications mineures à faire de texte, où ça ne nécessite pas forcément des compétences très élaborées, vous avez la capacité à le faire par vous-même à la suite du projet. On a une dernière slide, on avait juste 2 petits exemples. Voilà, si on peut lancer, voilà, le premier exemple, c'est juste pour vous montrer voilà, ce qu'on a pu réaliser par le passé pour des clients. Alors, on ne va pas montrer l'ensemble de la vidéo. Ce sont des e-learning à la base. Ouais, je pense qu'on peut couper le son. Ce sont des e-learning à la base. Donc là, ce sont plutôt une sorte de résumé condensé de ce qu'on a pu faire.
où on va mixer dans cette première vidéo. Par exemple, là, c'est l'interview d'un expert dans un e-learning. On va aussi intégrer, vous voyez, des séquences de formats en 3 dimensions pour essayer de rendre la vidéo plus attractive et plus immersive, avec évidemment une sorte de guide qui va accompagner l'apprenant dans toute la séquence vidéo, avec des questions-réponses au fil de l'eau pour permettre justement de valider les acquis de compétences au fur et à mesure de l'avancement de la formation, et ce qui va permettre aussi en tout cas de maximiser l'autonomie des apprenants dans le cadre de ces formations. Je pense qu'on peut mettre en pause et passer à la seconde, on ne va pas trop s'étendre. Et ça, c'est un deuxième exemple de vidéos de type motion design. Ce sont des formats assez courts, simples à mettre en place, très efficaces auprès des différents apprenants, et qui vont permettre de parler d'un sujet. Voilà, vous voyez là, c'était sur la formation des gestionnaires d'unités. Parler d'un sujet là, je sais plus, c'était sur de la formation à travers un outil SI métier. Parler des sujets pour que les gens puissent rapidement rentrer dans les sujets, comprendre les contextes, les enjeux du projet en cours, si on parle d'un projet de déploiement. Voilà, c'est très efficace, très simple à mettre en place, assez rapide, voilà, avec un niveau de graphisme qui est relativement avancé et qui plaît beaucoup. Voilà, avec un coût aussi relativement modeste. Très bien. Merci Olivier pour votre intervention. Je vois qu'il y a 2 questions dans la conversation. La première, je pense qu'on y a déjà répondu, donc je ne vais pas revenir dessus. Olivier en a encore parlé. La deuxième, proposez-vous des sensibilisations à l'accueil des collègues porteurs de handicap? Donc là, je vais me permettre de répondre puisque on y répond de 2 manières. À savoir via une formation animée par Bureau Veritas, donc une formation qui est déjà disponible, qui est sur catalogue, ou si vous avez des besoins vraiment spécifiques à votre organisation, donc Avenir Conseil Formation pourra élaborer une formation qui répond vraiment à vos spécificités et à vos demandes. Voilà. Pouvez-vous préciser les facteurs qui impactent le coût d'un module? Là, je vais vous laisser répondre, Olivier. Je pense qu'ils sont très nombreux. Oui, alors oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, mais qui est pas simple en termes de réponse, parce qu'il y a différents facteurs qui viennent influencer justement le prix. Peut-être de façon assez naturelle, les 2 facteurs en tout cas qui nous semblent les plus prépondérants. Le premier, c'est évidemment la durée du format, parce qu'entre une formation e-learning de 30 minutes versus une formation e-learning d'1 heure, évidemment, il y a une différence de coût parce qu'il y a beaucoup plus de choses à intégrer. Donc ça semble assez naturel. Et après, le deuxième facteur, on va dire prépondérant, va être autour du type de formation. C'est comme on l'a montré là sur le motion design, ça, ce sont des formats assez simples qui sont très rapides à mettre en œuvre, qui permettent d'adresser plein de personnes, qui sont relativement animées, très facilement accessibles par les gens, par les différentes personnes. Et donc ça, voilà, typiquement, c'est des types de formations qui sont pas très onéreuses et faciles à mettre en œuvre. Versus une formation 2D ou 3D. Donc ça, c'est plutôt le premier exemple qu'on vous a montré, les casinos. Là, on va dire que le niveau de graphisme peut avoir un impact, mais voilà, on a, grâce à l'IA notamment, capacité à pouvoir être plus rapide et plus efficace dans cette partie-là. Donc on arrive maintenant sur des coûts qui sont complètement raisonnables par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Et puis entre format 2D et 3D, c'est pareil, en fait, finalement, l'impact, en tout cas, de la 3D versus la 2D n'est pas si significatif que ça, parce que on peut très bien avoir un format de 30 à 40 minutes en 3D qui sera économiquement plus pertinent qu'un format 2D d'1 heure, par exemple. Donc, voilà, c'est des choix qu'il faut faire. Nous, on vous accompagne, c'est ce qu'on disait, en phase amont. On accompagne sur la meilleure modalité pédagogique pour justement être le plus pertinent dans le message qu'on va adresser. Et après, évidemment, dans cette phase d'accompagnement,
on est aussi capable de pondérer par rapport à un budget que vous auriez potentiellement pour essayer d'avoir une solution la plus pertinente et qui va répondre à l'ensemble des contraintes, la contrainte budgétaire également. Merci Olivier. Donc en conclusion, on peut retenir de ces 4 interventions, c'est que comment on concilie efficacité et engagement, tout simplement, entre guillemets, en proposant des parcours de formation très ciblés, hyper individualisés, en permettant aux apprenants de suivre leur formation quand ils le peuvent grâce à des formations à distance, Et je pense qu'on peut parler de tout ça. On entend beaucoup parler d'expérience client, d'expérience utilisateur, grâce à des formations scénarisées et impactantes. On peut parler maintenant d'expérience apprenant. Moi, c'est vraiment ce que je retiens des intervenants de nos quatre titulaires. Et enfin, comment concilier la contrainte budgétaire grâce à la technologie, en particulier qui est au service de la qualité des formations, mais la technologie qui reste au service des apprenants, et les apprenants restent au cœur des formations. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui s'affiche ici. Encore une fois, merci beaucoup à Grégory Gallet, Guillaume Laurent, Mathieu Tullier et Avenir Conseil pour leurs interventions, et on espère vous retrouver pour une 3e formation qui reste encore, pour un 3e webinaire qui reste encore à programmer. Voilà, excellente journée à tous et merci encore. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.